Tels de gigantesques tombeaux d'un blanc éclatant, les pyramides étaient conçues pour garder à jamais les sombres secrets des morts. Pendant des milliers d'années, elles ont donné naissance à de fabuleuses légendes et posé des énigmes scientifiques bien réelles et déconcertantes. Comment a-t-on réussi à construire ces mausolées de plusieurs centaines de mètres de hauteur avec une telle précision? Pourquoi toute une nation s'est-elle mobilisée pour offrir une demeure aussi prestigieuse à ses morts? Qui a transporté ces millions de tonnes de pierres? Aujourd'hui, la science est en passe de percer les défenses des pyramides. Faisant voler en éclats les anciens mythes, elle laisse apercevoir la vérité. Les pyramides d'Égypte, telles de gigantesques sentinelles, veillent sur la ville du Caire. Édifiées plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, ces géants de pierre continuent à intriguer et à fasciner les archéologues qui tentent de percer les mystères de leurs origines et de leur signification. Si les anciens Égyptiens nous passionnent tant, c'est qu'ils savaient travailler la pierre. Et qu'avec cette pierre, ils ont construit les premiers gratte-ciel du monde. Nous nous reconnaissons en eux. Les bâtisseurs des pyramides n'ont laissé aucun document expliquant comment ils avaient érigé ces structures colossales. Et des milliers d'années de contes et légendes ont dissimulé leur véritable objectif. Les seuls indices dont nous disposions sont les pyramides elles-mêmes. Les chercheurs doivent étudier les pierres pour comprendre comment et qui a construit ces prodigieux édifices avec les techniques primitives de l'époque. Ce sont des monuments très sophistiqués. La Grande Pyramide était à la pointe de la technologie antique. L'ampleur de la réalisation est stupéfiante. Surmontée de son pyramidion, la Grande Pyramide mesure 146 mètres de hauteur. Elle est constituée de 2 300 000 blocs de pierre, dont certains pèsent près de 50 tonnes. Le poids total de la construction avoisine les 6 millions de tonnes. Pendant 38 siècles, elle est restée l'édifice le plus haut de la planète. En outre, elle témoigne d'un savoir-faire et d'une qualité d'exécution remarquable. Chacun de ses côtés mesure précisément 230 mètres, avec un écart maximum de 4,2 cm. Le plus extraordinaire, c'est qu'indépendamment de sa structure externe, elle abrite un réseau complexe de galeries et de chambres taillées dans l'une des roches les plus dures de la nature. Les pierres sont si bien ajustées qu'on ne peut même pas y glisser une carte de crédit. Et cet exploit a été réalisé par un peuple qui ne connaissait pas la roue. La précision de la construction de la Grande Pyramide ne cesse de m'impressionner. Les premiers égyptologues ont tenté de percer son mystère en se frayant un chemin à la dynamite. Ils sont arrivés jusqu'aux chambres secrètes, mais il est probable qu'ils ont détruit plus qu'ils n'ont découvert. La dynamite, en particulier, a pu effacer des indices qui auraient pu nous apprendre comment les anciens Égyptiens avaient construit les pyramides. Aujourd'hui, les archéologues ont recours à des technologies de pointe pour découvrir les merveilles enfouies sous les pierres. Je suis convaincu que la chambre funéraire de ce roi est encore cachée à l'intérieur de la pyramide. Pour d'autres archéologues, c'est l'édifice lui-même qui est la véritable merveille. Le plus grand mystère des pyramides n'est pas leur chambre secrète, c'est la façon dont les Égyptiens ont réussi à les construire avec la technologie dont ils disposaient. Les Égyptiens n'ont pas tout de suite maîtrisé la technique de construction. Ils ont tâtonné pendant de longues années et même frôlé la catastrophe avant d'arriver à passer de la simple structure en torchis à la grande pyramide de Gizeh. Les premières pyramides ont été érigées sur la rive occidentale du Nil aux environs de 2600 avant Jésus-Christ. Le premier modèle est la pyramide à degrés de Saqqara, peut-être le plus ancien édifice en pierre de taille de l'humanité.
S'élevant à 62 mètres au-dessus des sables du désert, elle représente une véritable innovation dans l'histoire architecturale. Au lieu d'avoir des faces lisses, elle était constituée de plusieurs niveaux ou degrés. Les premières pyramides à face lisse ont été édifiées 60 ans plus tard par le pharaon Snéfrou. C'est son fils Khéops qui a fait construire la Grande Pyramide, la première et la plus haute des 3 pyramides de Gizeh. Par la suite, une série de pyramides plus petites et finement décorées ont été érigées à Saqqara. Comment les Égyptiens ont-ils réussi à construire des monuments aussi colossaux avec la technologie limitée de l'époque? Il fallait d'abord faire un relevé du site et jalonner les contours de la structure en l'orientant correctement. Le site de la construction était soigneusement analysé afin de vérifier que le soubassement était capable de supporter plusieurs millions de tonnes de calcaire. Ensuite, les architectes traçaient un plan de l'édifice sur le sol en veillant à orienter chaque face vers un des 4 points cardinaux. Aujourd'hui, nous utiliserions des compas numériques et des instruments de visée au laser, mais ces technologies étaient inconnues à l'époque. Selon certains experts, ils arrivaient au même résultat en étudiant le ciel. Il est possible de déterminer la position du nord géographique en observant l'endroit où l'étoile polaire se lève et se couche. D'abord, les architectes construisaient un mur semi-circulaire qui faisait office de ligne d'horizon. Sur ce mur, ils marquaient l'endroit où une étoile particulière se levait le soir et celui où elle se couchait le matin. Une ligne tracée précisément au milieu de ces 2 points indiquait le nord. Grâce à cette méthode rudimentaire, l'orientation de la Grande Pyramide est d'une précision impressionnante. Elle est alignée sur le nord avec moins d'un 20e de degré d'erreur. Robert Bauval est un ingénieur spécialiste des pyramides qui a personnellement conçu l'orientation de bâtiments modernes. Il est stupéfait de la précision obtenue par les anciens Égyptiens. Je ne sais toujours pas comment ils ont fait. J'ai utilisé des instruments optiques pour orienter des bâtiments, des grues pour hisser les pierres, et il m'arrive de ne pas être aussi précis. Après avoir calculé le nord géographique, les architectes traçaient une droite qui allait former un des côtés de la pyramide. Ils marquaient ensuite les 3 côtés restants à l'aide de jalons et de cordes. Une fois que le plan de la pyramide était établi, les ingénieurs commençaient les travaux de nivellement de la surface qui devaient soutenir la gigantesque structure. Les fondations devaient être parfaitement horizontales pour assurer la précision et la stabilité de l'édifice. L'ingénieur anglais Denis Stokes est un expert des techniques de construction des anciens Égyptiens. Ses recherches ont résolu un grand nombre des mystères de la construction des pyramides. De nos jours, on procède de nivellement des fondations à l'aide de niveaux à bulles ou à laser. Stokes pense que les Égyptiens se servaient d'eau. Pour obtenir une base bien plane et uniforme, les Égyptiens creusaient une petite tranchée comme celle-ci, qui se prolongeait sur 230 mètres, la totalité du côté de la pyramide. Puis, ils la remplissaient d'eau, et ils s'en servaient comme d'un niveau à bulles. Il suffisait de suivre le niveau de l'eau pour être sûr que la base de la pyramide serait parfaitement horizontale. Stokes pense que les Égyptiens creusaient un réseau de tranchées similaires sur tout le pourtour de la pyramide. Les ingénieurs étaient ainsi assurés d'avoir une surface parfaitement plane sur toute la base de la pyramide. Mais pour vérifier l'alignement des 2 300 000 blocs de pierre au fur et à mesure de la construction, ils avaient recours à un autre système ingénieux. Je me sers d'un simple outil en bois appelé une équerre en A. Elle est constituée de 2 morceaux de bois assemblés au sommet selon un angle de 90 degrés, d'une barre transversale et d'un fil à plomb.
Pour la calibrer, on la place sur une surface d'eau plane. Le trait que vous voyez ici est tracé juste derrière le fil à plomb. Quand vous voulez tester une surface, si le fil à plomb coïncide avec le trait, vous savez qu'elle est parfaitement horizontale. Une fois qu'on avait fixé les contours et nivelé les fondations, la construction pouvait commencer. À cet effet, il fallait des pierres, des millions de tonnes de pierres. Mais comment extraire de telles quantités sans l'aide de dynamite, de marteau-piqueur ou même d'outils en fer? Dans l'ancien royaume d'Égypte, 18 grandes pyramides ont été érigées en l'espace de 500 ans. Elles sont constituées de près de 30 millions de mètres cubes de pierres. Des pierres qui devaient être extraites, taillées et transportées jusqu'au site. Même pour une entreprise de construction moderne qui bénéficie des derniers progrès techniques, c'est un projet qui donnerait à réfléchir. Pourtant, les anciens Égyptiens l'ont réalisé en ayant recours à des outils rudimentaires. Denis Stocks se rend à Toura, près du Caire, d'où ont été extraits la plupart des blocs de calcaire fin utilisés pour le revêtement extérieur des pyramides. Il pense que les Égyptiens ont taillé cette pierre en se servant d'un métal malléable, le cuivre. Il a fabriqué des ciseaux en cuivre qui sont la copie conforme des outils retrouvés dans les fouilles. En utilisant ces outils, je crois que je suis aussi proche qu'il est possible de l'être de l'état d'esprit des anciens artisans et de ce qu'ils ressentaient. Mais le cuivre est un métal tendre, malléable, qui se déforme et s'émousse facilement. Comment pourrait-il tailler du calcaire ? Les outils que vous voyez dans mes mains sont ceux qui ont été utilisés par les premiers tailleurs de pierre. Celui-ci est un maillet avec lequel on tape sur cet outil en cuivre qui a la forme d'un ciseau. On place le ciseau contre la pierre à un certain angle. On positionne le maillet, on donne des coups assez violents et on voit les gros fragments de pierre qui se détachent. C'est bien pour une taille rudimentaire, mais il y a un autre ciseau en cuivre qu'on utilise pour des travaux plus délicats. Les éclats seront moins gros, mais on obtiendra une surface pratiquement plane. Les recherches de Stocks prouvent qu'il est possible de tailler des blocs de calcaire à l'aide de ciseaux en cuivre. Il s'avère que les Égyptiens ont bénéficié sans le savoir d'un heureux hasard. Une analyse chimique approfondie de leurs outils a révélé que le cuivre égyptien n'était pas pur. Il contenait de légères traces d'arsenic. Par chance, cette impureté fait adhérer les cristaux de cuivre entre eux et rend le métal plus solide que dans sa forme pure. Ce hasard chimique a aidé les carriers de l'Antiquité à extraire la majorité des 2 300 000 blocs de calcaire de la Grande Pyramide. Les pyramides sont majoritairement construites en roche calcaire relativement tendre. Mais les Égyptiens ont aussi eu recours à une roche beaucoup plus dure, le granit. Ils ont utilisé cette pierre aux magnifiques couleurs dans les parties les plus importantes de l'édifice, comme la chambre royale de la Grande Pyramide. Or, les ciseaux en cuivre n'ont absolument aucun effet sur le granit. Les tailleurs de pierre modernes disposent d'outils capables de le découper, mais les Égyptiens n'avaient même pas appris à forger le fer. Plusieurs générations d'archéologues ont tenté de comprendre comment ils avaient réussi à tailler des blocs de granit de 50 tonnes. Aujourd'hui, l'archéologie expérimentale est en voie de résoudre ce mystère. Denis Stocks croit avoir trouvé la solution. Il pense que les Égyptiens utilisaient des scies en cuivre. Mais ce n'étaient pas des scies ordinaires. Elles n'étaient pas dentées. Ce matériau est du granit très dur. Pour le tailler, il vous faut un outil spécial,
Cette scie est en cuivre, mais elle n'a pas de dents, elle est lisse. Vous vous demandez ce qui va faire la découpe. C'est le sable. Ce sont les cristaux de quartz contenus dans le sable qui vont s'incruster dans le cuivre plus tendre. La scie fait passer ces cristaux d'avant en arrière dans la fente, et ce sont eux qui font le travail. Lentement, progressivement, ils coupent la pierre de haut en bas. Les cristaux de quartz sont si durs qu'ils finissent par découper le bloc de granit. Avec ce type d'outil, les Égyptiens n'ont pas pu tailler plus de 32 cm3 de granit par heure. Il leur a fallu 4 mois pour découper les pierres du sarcophage situé dans la Grande Pyramide. Il s'avère qu'avec de simples outils en cuivre renforcé et du sable, les Égyptiens ont taillé d'énormes quantités de pierres. Ensuite, ils devaient encore assembler les blocs pour ériger un monument qui résisterait au passage du temps. Mais pourquoi ont-ils construit des pyramides? Et pourquoi ont-ils choisi cette forme désormais mythique? Ils cherchaient une structure stable. Comme un tas de gravier, la pyramide s'appuie sur une large base et un centre de gravité relativement bas. 80% des matériaux de construction se trouvent dans la moitié basse de l'édifice. Mais cette configuration ne répond pas seulement à des besoins techniques, elle trouve aussi son origine dans la religion. Quand les gens veulent s'élever tout en s'assurant une certaine stabilité, le tertre est une structure solide. Bien sûr, il y a aussi un élément symbolique qui s'y rattache. Plusieurs influences mystiques peuvent expliquer la forme pyramidale. La première théorie concerne le culte d'une pierre solaire appelée la pierre Benben. Personne ne connaît l'origine de cette pierre légendaire. Certains avancent que c'était une météorite. Elle a disparu depuis longtemps, mais les pyramidions qui coiffaient le sommet des pyramides reproduisaient sa forme originale. Est-ce la raison qui explique pourquoi on a construit des monuments en forme de pyramide? Si on considère le rôle crucial joué par le soleil dans la religion égyptienne de cette époque, on peut envisager une autre hypothèse. C'est peut-être lui, la clé du mystère. La pyramide peut être considérée comme la matérialisation dans la pierre d'un rayon de soleil descendant des cieux. Quand le soleil apparaît derrière les nuages, ces rayons peuvent évoquer la forme d'une pyramide. On peut donc envisager qu'elle symbolise un rayon de soleil. Mais c'est peut-être tout simplement la pureté de la figure géométrique qui a séduit les Égyptiens. Paradoxalement, la première pyramide, la pyramide à degrés, n'avait pas de pente lisse. Elle était constituée de 6 tranches de maçonnerie distinctes. C'est le pharaon Snéfrou qui a été le premier, 60 ans après la construction de la pyramide à degrés, à concevoir une pyramide à face lisse. C'était un concept totalement innovateur et sa réussite dépendait d'un choix technique très complexe. Quelle devait être l'inclinaison des pentes? Plus elles étaient abruptes, plus la pyramide était haute et lourde. Au-delà d'un certain angle, l'édifice risquait d'être trop lourd pour ses fondations. Les architectes de Snéfrou ont choisi un angle de 55 degrés. Au début, tout s'est bien passé. Mais arrivé à la moitié de la construction, des fissures ont commencé à apparaître dans les chambres situées à l'intérieur de l'édifice. Si l'on en croit une étude des archéologues italiens Maragliolio et Rinaldi, la pyramide est construite sur une couche tendre de schiste argileux. Seules les arêtes reposent sur un socle de roches dures. À mesure que la pyramide s'élevait, son cœur plus tendre s'affaissait sous le poids. Les architectes devaient trouver une parade s'ils ne voulaient pas que l'édifice s'effondre. Ils ont suspendu les travaux pour finir par trouver une solution qui a profondément modifié le cours de la construction. Ils ont diminué l'inclinaison des faces de 55 degrés à 43 degrés.
Ils ont ainsi réduit la hauteur de la pyramide de 30 mètres et son poids de plus de 400 000 tonnes. L'erreur de ces ingénieurs a certainement provoqué la colère du pharaon, mais leur solution s'est avérée efficace. 4500 ans plus tard, la pyramide rhomboïdale, telle qu'on l'appelle de nos jours, est toujours là, malgré sa forme légèrement insolite. Jamais plus on ne construirait de pyramide aux pentes aussi abruptes. On comprend que pour la pyramide suivante, les architectes de Snéfrou se soient montrés plus prudents. Ils ont construit la pyramide dite rouge à un angle de 45 degrés. C'est l'inclinaison la plus faible de toutes les pyramides égyptiennes. Elle est toujours debout. Aujourd'hui, c'est la plus ancienne des pyramides à face lisse. Cette réussite a redonné confiance aux architectes. Ils ont construit des pyramides dont les pentes étaient de plus en plus abruptes pour finir par créer la grande pyramide. Ses faces s'élèvent à un angle légèrement inférieur à 52 degrés pour atteindre 146 mètres à son sommet. Mais comment hisser 2,5 tonnes de blocs de pierre à une telle hauteur sans l'aide de grues ou de palans? Ce qui était un défi pour les anciens Égyptiens reste une énigme pour les archéologues modernes. L'égyptologue Mark Lehner a passé 30 ans à étudier les pyramides in situ. J'ai abordé le problème en me demandant où étaient les carrières et quel type de rampe pouvait relier la carrière à la pyramide. Lehner et pratiquement tous les égyptologues pensent que les Égyptiens bâtissaient une chaussée en pente douce pour convoyer les pierres jusqu'à la pyramide. Quant à savoir sa forme, c'est encore un mystère. Est-ce qu'elle menait directement à l'un des côtés? Est-ce qu'elle montait en zigzag sur chacune des faces? Ou est-ce qu'elle s'enroulait autour de la construction? Le problème n'est pas entièrement résolu. J'ai fait des suggestions en m'appuyant sur la configuration des lieux, mais elles relèvent encore de la déduction. Comme les rampes étaient démontées à la fin des travaux, il ne reste que quelques fragments d'indices aux archéologues. Mais c'est par les rampes et la force des bras que des millions de blocs ont été hissés au sommet. Une fois à leur poste, les maçons devaient assembler les pierres. Étonnamment, dans une construction si précise, le cœur de la pyramide était construit en calcaire assez grossier. Les interstices étaient bouchés avec un mélange de gravier et de mortier. On remplissait les espaces entre les blocs avec des éclats de calcaire mélangés à de grandes doses de mortier. Et ça durcit comme notre béton moderne. Par contre, les pierres du revêtement extérieur étaient assemblées avec une précision extraordinaire. Dans la grande pyramide, les blocs de la chambre funéraire sont parfaitement ajustés. Chaque côté devait être parfaitement plat pour obtenir des joints aussi parfaits. Cette technique de précision était réalisée à l'aide d'outils rudimentaires. Nous allons utiliser cet instrument formé de 2 bâtons et d'une ficelle pour vérifier si la surface est vraiment plane. On prend un 3e bâtonnet de taille équivalente à celle des 2 autres et en tendant la ficelle, on voit que si le 3e bâtonnet passe au-dessous, c'est qu'il y a une aspérité. À l'époque, on faisait une simple marque à l'ocre rouge pour montrer l'endroit défectueux et on vérifiait sur toute la longueur de la ficelle. À l'aide de bâtons et de ficelles, les maçons égyptiens repéraient les imperfections et les marquaient à l'ocre rouge pour indiquer les endroits qui devaient être poncés. Si nous utilisons 2 autres outils, ce grattoir en silex et ce tampon en grès, nous pouvons suivre les marques pour éliminer les aspérités. Il est évident qu'en grattant, la marque disparaît et avec elle, l'inégalité de surface. On avait recours à cette même technique lors de la dernière phase de construction. La structure interne de calcaire grossier était recouverte de pierres parfaitement lisses. Elles étaient taillées dans des blocs de calcaire fins qui devaient être transportés sur le Nil jusqu'au site de la pyramide. Avec ce revêtement de pierres polies, la pyramide devait être d'un blanc aveuglant sous le soleil égyptien.
Quand les pyramides étaient revêtues de ce calcaire particulier, elles devaient étinceler au soleil, comme de la neige fraîchement tombée. Pour obtenir cet effet, chacune des pierres était taillée pour s'ajuster parfaitement à ses voisines. À la fin des travaux, la grande pyramide de Khéops était recouverte de plusieurs milliers de ces dalles de calcaire fin. Malheureusement, elles ont disparu depuis longtemps, recyclées dans les mosquées et les châteaux du Caire. Mais on peut encore en voir sur le chapiteau de la pyramide de Képhren. En dépit de ces avancées architecturales et techniques, la construction des pyramides n'en restait pas moins une entreprise incroyablement difficile qui impliquait des millions d'heures de travail. On a longtemps raconté que les pyramides avaient été construites par des armées d'esclaves. Cette légende est fausse. Les découvertes des archéo-anthropologues nous permettent de mettre un visage sur les ouvriers qui les ont édifiées. C'était un chantier gigantesque qui requérait une main-d'œuvre inimaginable. Si l'on en croit les annales de l'époque, 100 000 ouvriers auraient travaillé sur la Grande Pyramide pendant 20 ans. Les experts estiment aujourd'hui que le chiffre de 25 000 est beaucoup plus réaliste. La construction a été achevée au cours de la 23e année du règne de Khéops. On estime qu'elle représente 250 millions d'heures de travail. L'Égypte antique était un pays riche, mais pour mener à bien une entreprise aussi colossale, il fallait faire venir des matériaux de tous les coins du royaume. Les gros blocs de granit étaient acheminés des carrières d'Assouan, distantes de plus de 800 km par la voie fluviale. Le suivi du chantier était un cauchemar logistique qui découragerait n'importe quelle entreprise de bâtiment moderne. L'ingénieur Craig Smith a supervisé de vastes programmes de construction et analysé la façon dont on avait pu diriger celui d'une pyramide. Il n'y avait pas de téléphone portable, de beeper, d'ordinateur. Il fallait que des millions de matériaux divers arrivent au moment approprié. Les Égyptiens communiquaient au moyen de papyrus délivrés par des messagers à pied. Pourtant, ils assuraient le suivi de milliers d'ouvriers et de millions de matériaux divers. De nos jours, les bâtisseurs de pyramides bénéficieraient de toutes les avancées technologiques modernes. Là où les Égyptiens comptaient sur les étoiles pour orienter leurs édifices, nous disposerions de lasers. Là où ils avaient recours à de simples plans inclinés, nous utiliserions de gigantesques grues pour hisser les pierres. Alors qu'aujourd'hui, des véhicules motorisés transporteraient les matériaux de construction jusqu'au chantier, les Égyptiens n'avaient que les bras des ouvriers et des rameurs. Craig Smith a calculé le coût de la Grande Pyramide si elle était construite à notre époque. Si on utilisait du calcaire, le coût de la construction s'élèverait à 4 milliards de dollars et prendrait environ 4 ans. Beaucoup moins que les 23 années qui ont passé les Égyptiens. Ce qui ne signifie pas qu'il faut sous-estimer l'ampleur de leur réalisation. Les artisans ont dû placer un bloc toutes les 2 minutes. 270 blocs par jour pendant 23 ans. Et indépendamment de ses dimensions colossales, la pyramide était bâtie pour durer, éternellement. Aucun des grands monuments qui ont été construits récemment n'a la moindre chance de durer 4500 ans. À elle seule, la Grande Pyramide est l'apothéose de l'ingéniosité humaine. Pourtant, les Égyptiens en ont construit 17 autres. On a continué à construire des pyramides pendant 5 siècles. C'est peut-être le plus grand programme architectural de tous les temps. Ces monuments sont connus sous le nom des pharaons qui les ont commandités. Mais l'identité des personnes qui les ont édifiés est longtemps restée un mystère, jusqu'à aujourd'hui. On croyait que le pharaon n'aurait jamais forcé son peuple à travailler tant d'années sur ces chantiers. On pensait plutôt qu'il avait recours à une main-d'œuvre d'esclaves.
peut-être les tribus d'Israël. Récemment, les archéologues ont effectué des fouilles sur le plateau de Gizeh. Leurs découvertes ont radicalement modifié les théories sur l'identité des bâtisseurs des pyramides. Le célèbre égyptologue, le docteur Zahi Hawass, a découvert leurs tombes. Il a été surpris de voir le soin apporté à leur décoration. Elles n'ont rien d'humbles sépultures destinées à des esclaves. Si les ouvriers qui les ont construites avaient été des esclaves, ils n'auraient jamais été enterrés à l'ombre des pyramides. S'ils avaient été des esclaves, on ne les aurait jamais préparés à la vie éternelle comme les rois et les reines. Les découvertes du docteur Hawass nous permettent enfin de voir la construction des pyramides du point de vue de ces bâtisseurs. Avant cette découverte, on en savait beaucoup sur les rois et les reines, mais on ne savait rien sur les gens qui avaient effectivement travaillé à la construction des pyramides. Qui étaient donc ces ouvriers? La réponse nous est fournie par une nouvelle branche de l'égyptologie, l'archéoanthropologie. L'égyptologue Rosalie David travaille avec des biologistes et des artistes qui reconstituent la vie des bâtisseurs de pyramides. À partir de scanners et d'images tridimensionnelles des crânes momifiés, il ressuscite les visages des anciens Égyptiens. Voici celui d'un homme qui vivait il y a plusieurs milliers d'années. On a réellement une idée de la personnalité de l'individu. Ce n'est plus une momie desséchée ou un squelette. On le voit recouvert de chair, avec des yeux, des cheveux. On regarde quelqu'un qui pourrait vivre aujourd'hui. L'expertise médico-légale de leurs os fournit la preuve irréfutable que les ouvriers n'étaient pas des esclaves. La théorie selon laquelle les pyramides auraient été construites par des esclaves est entièrement fausse. Les découvertes archéologiques en sont la preuve. Toutes les analyses faites sur les corps montrent que ce sont des Égyptiens et non des étrangers. De plus, les ossements montrent qu'ils ont reçu des soins médicaux. Les membres cassés étaient remis en place. On a même trouvé un crâne qui portait la trace d'une trépanation. Des esclaves étrangers n'auraient pas eu droit à une telle qualité de soins. Autre question, où cette main-d'œuvre était logée? Pour Mark Lehner, la ville qui abritait les ouvriers devait se trouver à proximité du plateau de Gizeh. S'il y avait eu 20 000 personnes sur le site, ou même 30 000, leur ville aurait été l'une des plus grandes du 3e millénaire avant notre ère. Dans ce cas, où est-elle et où sont les infrastructures? C'est justement ce qu'il a découvert en fouillant une zone située au sud-est des pyramides, près des tombes des ouvriers. Chaque fois qu'on creuse une tranchée, on trouve de grands murs de briques, preuve d'une ancienne occupation humaine. La configuration de cette ville si longtemps cachée nous révèle de plus en plus de détails sur la vie des bâtisseurs de pyramides. Le plan de cette cité perdue nous fournit des indices sur l'organisation de la société à l'époque de la construction des pyramides. L'approvisionnement en nourriture devait être un véritable casse-tête logistique, d'autant que l'équipe de Lehner a trouvé la preuve qu'on s'occupait bien des artisans. Les vestiges découverts sur le site montrent qu'ils avaient droit à des rations généreuses qui comprenaient de la bière, de la viande et du poisson. Ils étaient bien organisés, bien nourris. On s'occupait bien d'eux parce qu'ils jouaient un rôle important. Il semble pourtant que le personnel d'encadrement ait bénéficié d'un traitement de faveur. Ils mangeaient beaucoup de viande, du mouton, de la chèvre, mais surtout des bovins. Ils étaient bien nourris, mais on remarque que certaines personnes mangeaient mieux que d'autres. Mark Lehner pense que ce noyau d'artisans professionnels et de fonctionnaires royaux vivait sur le site. Et que le transport des blocs de pierre était effectué par des villageois qui venaient travailler sur le chantier pendant quelques mois ou quelques années. Pour ces ouvriers non qualifiés, la construction de la pyramide était l'équivalent du service militaire. On mobilisait dans toute l'Égypte, mais cette armée était destinée à la construction et non à la guerre. Ce que je trouve le plus fascinant dans les pyramides, ce n'est pas tant le roi ou les petits hommes qui creusaient dans les tranchées, mais tout le réseau humain qui a permis de créer quelque chose comme la grande pyramide de Khéops.
Pourquoi les anciens Égyptiens ont-ils consacré tant d'hommes et d'énergie à construire les pyramides? Pourquoi ont-ils fait venir des milliers d'individus de tous les coins du pays pour travailler sur ce site? Telles sont les questions que se posent les archéologues qui tentent de résoudre le troisième mystère des pyramides. À quoi servaient-elles? Au Moyen-Âge, on croyait qu'elles étaient les gigantesques greniers à blé du personnage biblique de Joseph. Mais la majorité des égyptologues modernes pensent qu'elles servaient de tombeaux aux pharaons. Les plus grands et les plus somptueux tombeaux jamais construits. Pourtant, après plusieurs siècles de pillage, aucune dépouille royale n'a été découverte. Et on n'a retrouvé aucune momie dans la supposée chambre funéraire de la grande pyramide de Khéops. Le docteur Hawass n'en est pas moins convaincu qu'il existe suffisamment de preuves écrites pour affirmer que les pyramides servaient de tombe aux pharaons. Il y a une foule d'indices dans les inscriptions qui nous disent que c'est le tombeau d'un roi. Or, la tombe d'un pharaon n'était pas simplement sa dernière demeure. Au fond de certaines pyramides, on trouve la preuve qu'elles avaient aussi une fonction magique. Ces tombes étaient des passages vers les étoiles. Les anciens Égyptiens ont investi des ressources matérielles et humaines colossales dans la construction des pyramides, les plus grands monuments en pierre taillée de la planète. On pense qu'elles servaient de tombeaux, mais leur véritable signification pour le pharaon et ses sujets est encore un mystère. Pendant des dizaines de siècles, ces géants silencieux ont gardé leur secret jusqu'à ce qu'on fasse une découverte fortuite. En 1879, un ouvrier passait près d'une pyramide de Saqqara quand il aperçut un chacal. L'animal semblait le narguer, comme s'il l'invitait à le pourchasser. L'homme l'a suivi jusque dans une cuvette située tout près de la pyramide. À sa grande surprise, il s'est retrouvé dans une salle. Soulevant sa lanterne, il a vu que les murs étaient couverts de hiéroglyphes. Ces anciens écrits sacrés étaient restés cachés pendant des milliers d'années. Jim Allen est un expert de ce qu'on appelle désormais les textes des pyramides. Il estime qu'ils nous donnent un point de vue unique sur les motivations des bâtisseurs de pyramides. Ce sont les plus anciens textes religieux découverts en Égypte, ce qui en fait l'un des plus anciens corpus de textes religieux du monde. Les textes ne révèlent rien sur la méthode de construction des pyramides. En revanche, ils expliquent leur finalité. Elles ne visaient pas uniquement à servir de dernière demeure aux pharaons. Elles étaient conçues comme de gigantesques machines à transformer les hommes en dieux. La pyramide est une sorte de moteur cosmique. Elle est conçue pour transformer le défunt qu'elle abrite en un esprit vivant. Quand un roi mourait, les Égyptiens croyaient que leur pays et son existence même couraient un danger mortel. Même après son décès, le souverain devait protéger ses sujets de la sécheresse, de la famine et du chaos. On transportait le pharaon momifié dans sa gigantesque tombe, accompagné de nourriture, de vêtements, de bijoux et de trésors, tout ce dont il aurait besoin quand il aurait rejoint les étoiles. Salima Ikram a étudié les croyances égyptiennes sur la vie dans l'au-delà. Fondamentalement, c'est la même vie qu'ici-bas, en mieux. Tout ce qu'on a désiré dans cette vie, si on a pu le mettre dans sa tombe, on peut l'avoir dans l'au-delà. Les textes des pyramides contiennent une liste des rituels qui sont accomplis sur la dépouille momifiée du pharaon. Ils renferment aussi les formules magiques et les incantations destinées à le protéger pendant son voyage vers l'au-delà.
Pour nous, la magie, c'est abracadabra, les sorciers, les sorcières et Harry Potter. Pour les anciens Égyptiens, la magie faisait partie de l'univers. Pour eux, la magie était la science de la survie. On ne trouve pas de charabia superstitieux en Égypte. Tout a un sens, tout a un but. Quand on avait fini d'accomplir les rituels, la pyramide était scellée pour l'éternité. Le pharaon était alors libre de faire son voyage vers l'au-delà pour renaître sous la forme d'une étoile. Robert Bauval, qui a publié de nombreux écrits sur les pyramides, croit en l'existence d'un lien supplémentaire entre les étoiles et les pyramides. Depuis des années, il est intrigué par les relations entre la religion égyptienne et l'astronomie. Tout a commencé le jour où, en examinant une photographie aérienne des pyramides de Gizeh, il a remarqué une configuration très caractéristique. Je regardais des monuments qui avaient été construits selon un plan bien précis. Il y avait 2 grandes pyramides alignées en diagonale, mais ce qui me turlupinait, c'est qu'il y en avait une 3e plus petite à l'écart de la diagonale. Cette diagonale défectueuse lui rappelait les étoiles de la ceinture d'Orion. Elle comprend 2 étoiles très lumineuses et une 3e plus terne, décalée par rapport aux autres. Proportionnellement, la taille et la position des 3 pyramides de Gizeh semblaient correspondre à celles de ces 3 étoiles. Certains égyptologues estiment que Bauval a établi sa théorie sur une simple coïncidence. Si vous regardez les étoiles de la constellation d'Orion, vous verrez qu'elles ne correspondent pas à l'alignement des pyramides. Avec un ordinateur, vous verrez que très peu d'étoiles correspondent. Zahi Hawass affirme que les autres étoiles de la constellation d'Orion ne suivent pas l'alignement des pyramides sur le sol. Mais Robert Bauval estime que c'est la correspondance avec les astres qui explique la disposition et la forme des principales pyramides. On ne peut pas nier qu'il y a 3 étoiles qui suivent l'alignement des pyramides. 2 grandes étoiles, une petite décalée, 2 grandes pyramides, une petite décalée. C'est un fait indéniable. Mais ce qu'on n'a pas encore prouvé, c'est si c'est une coïncidence ou pas. Dans la conception générale des pyramides, Bauval relève un autre détail qui vient à l'appui de sa théorie astronomique. La structure de la grande pyramide renferme 4 conduits. D'une largeur de 20 cm, ils partent des chambres du roi et de la reine et s'élèvent à travers la pierre jusqu'à la surface sur une hauteur de plus de 61 mètres. Ils ont été soigneusement intégrés dans chaque couche de pierre à mesure de l'élévation de la pyramide. Ces conduits renferment peut-être des indices sur certains des derniers mystères des pyramides. Au départ, on a cru que c'était de simples conduits d'aération destinés à assurer la fourniture d'air extérieur aux ouvriers qui travaillaient dans la pyramide. Mais pour Bauval, ils ont une fonction beaucoup plus importante. Quand il a analysé leur orientation, il a eu l'impression de décrypter un code secret, un code inclus dans la structure de la pyramide. C'était passionnant de prendre conscience que j'étais en train d'écouter le langage silencieux de la pyramide. Bauval pense que chacun des 4 conduits qui traversent la pyramide est conçu pour indiquer la direction d'une étoile majeure. De plus, chacune de ces étoiles revêt une importance critique dans l'ancienne religion égyptienne. Le conduit sud est pointé vers Sirius, assimilé à la déesse Isis, tandis que l'autre pointe vers Al-Nitak, l'une des étoiles de la ceinture d'Orion. Cette constellation est l'équivalent céleste d'Osiris, le dieu de la mort et de la résurrection. Les conduits sont peut-être alignés de la sorte pour aider l'âme du pharaon à s'élever jusqu'aux cieux afin de rejoindre le dieu Osiris et devenir une étoile à ses côtés. En arrivant à cette conclusion, Bauval a eu l'impression d'avoir résolu une très ancienne énigme. On a une sorte de langage que j'appelle l'astroglyphe.
La pyramide parle à travers son architecture et sa symbolique astronomique. Même si certains égyptologues rejettent totalement la théorie de Bauval, les conduits sont encore l'objet de nombreuses conjectures. Le docteur Hawass croit qu'ils peuvent mener à des trésors enfouis au cœur des pyramides. Si j'ai raison, ce sera la plus importante découverte faite en Égypte et dans le monde. La grande pyramide de Khéops renferme un réseau complexe de conduits et de chambres. Les archéologues ont déjà découvert 3 chambres funéraires potentielles, reliées par des galeries, dont la magnifique Grande Galerie. Dernièrement, leur intérêt s'est focalisé sur 4 mystérieux conduits qui s'élèvent des chambres de la reine et du roi jusqu'à la surface. Ces étroits boyaux alimentent des rumeurs de chambres cachées et de symboles astronomiques. Dans les années 1980, une équipe de chercheurs français a étudié la structure de la Grande Pyramide à l'aide d'instruments de gravimétrie qui détectent les variations de densité. Leurs recherches ont révélé plusieurs zones de densité différentes qui suggèrent la présence de chambres inconnues près du sommet de la pyramide. En 1993, le docteur Zahi Hawass a travaillé avec une équipe de roboticiens allemands pour explorer les conduits de la chambre de la reine. Leur découverte a secoué le monde de l'égyptologie. Au bout de 61 mètres, le robot s'est arrêté devant une porte munie de 2 poignées de cuivre. Le conduit sud était scellé par une dalle de calcaire qui empêchait le robot de poursuivre son exploration. En 2002, une autre équipe est revenue avec un robot plus sophistiqué. Il transportait des instruments de forage conçus pour percer le panneau de calcaire. Les équipements de télédétection, similaires à ceux qui servent à retrouver les survivants d'un séisme, avaient montré que la dalle ne mesurait que 7,5 cm d'épaisseur. Le robot a remonté le conduit et a percé un trou, juste assez gros pour laisser passer une caméra miniaturisée. Ce qu'elle a révélé était totalement inattendu. Une autre porte en calcaire barrait le passage. Pour certains, c'était une amère déception. Mais pour le docteur Hawass, c'était une importante découverte. On ne cherche pas la porte de la caverne d'Ali Baba et des 40 voleurs. On fait de l'archéologie. Et tout ce qu'on trouve à l'intérieur d'une pyramide est une découverte majeure. Derrière cette seconde porte se trouve une section de la pyramide que personne n'a vue depuis plus de 4500 ans. Hawass pense que la dalle de calcaire peut cacher une autre chambre. Aujourd'hui, il est prêt à retourner à l'intérieur de la Grande Pyramide et croit qu'il décrochera la récompense archéologique suprême. Je continue à croire que la chambre funéraire de Khéops est cachée à l'intérieur de la pyramide. Nous allons traverser la première porte et la deuxième pour découvrir quel mystère elle dissimule. Si Zahi Hawass découvre la chambre funéraire, ce pourrait être la plus grande découverte égyptologique de tous les temps, plus grande encore que celle de la tombe de Toutankhamon. C'est peut-être ici que réside le dernier mystère des pyramides, la dernière demeure de Khéops, l'un des plus grands pharaons d'Égypte, scellée depuis le jour où elle a été terminée et où elle s'est dressée resplendissante sous le soleil du désert. La pyramide de Khéops est la seule des 7 merveilles de l'Antiquité qui soit encore visible. Son plaquage de calcaire blanc a disparu depuis longtemps et elle a perdu 10 mètres de hauteur depuis sa construction. À cette vitesse, elle peut encore résister pendant 65 000 ans avant de disparaître de l'horizon. Les pyramides sont l'expression de l'extraordinaire talent des hommes qui les ont construites. Elles dominent l'histoire elle-même et représentent l'une des plus belles réalisations de l'humanité passée et présente. Contre toute attente, elles résistent encore après des milliers d'années, comme un hymne à l'immortalité. Comme le dit un ancien proverbe arabe,
L'homme craint le temps, mais le temps craint les pyramides.